Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Des activistes camerounais battant le pavé des villes européennes et américaines, l'on commence à s'y faire. La semaine dernière encore, c'est le genre féminin qui s'est donné rendez-vous devant les institutions de l'Union européenne pour demander le changement de régime au Cameroun. Munies de drapeaux camerounais et de pancartes, ces femmes se sont dévêtues avant de marcher quelques mètres, les corps à moitié nus et arborant uniquement des soutiens-gorge. Elles profitaient de la présence des dirigeants européens dans la capitale de l'Europe pour que ces derniers s'intéressent à la situation sociopolitique au Cameroun. Et ce n'est pas la première fois que les Camerounaises se dénudent pour faire entendre leur voix. Les années de braise sont là pour replonger dans l'histoire. Douala puis Bamenda ont vu les femmes tomber leur haut qui, pour réclamer la libération de certaines personnes détenues, qui pour empêcher l'arrestation du chairman Nidjon Frundi. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Manifestation des femmes dénudées, quelle symbolique. Nous avons invité en plateau ce soir uniquement des femmes. Je vais commencer par Hélène, je crois que c'est la première fois. Laure Nouchan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Serge Alain, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir particulier à mon président élu qui a été refoulé aux portes de la prison centrale de New-Belvière, alors qu'il venait rendre visite à notre vice-président sous prétexte sécuritaire du Covid 2019. Que nous... La prison de Kondengui ou Nouvelle? Vous avez dit Kondengui. Voilà. Et voilà, nous constatons que ce n'est que lui qui est refoulé puisque les visites, ils sont constatées régulièrement. Voilà, Laure Noukam, je rappelle je rappelle que vous avez passé 9 mois d'intention. Oui. De janvier 2019 à octobre 2019. Exactement. Voilà. À côté de vous, Albertine Matomba. Bonsoir et bienvenue, Albertine. Bonsoir Serge Alain Otto. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Equinox et bien entendu à mes copanélistes. Je voudrais vous remercier de nous avoir invités encore une fois de plus aujourd'hui, de laisser le pur s'exprimer beaucoup plus au féminin. Voilà. Qui mieux que pour parler du corps de la femme que la femme. Voilà, bien entendu, parce que nous pouvons mieux nous comprendre. Voilà. Vous avez compris, hein, Albertine Matomba, vous avez compris, nous sommes dans le pur. Queen Marie Douala, bienvenue. Bienvenue à tous les téléspectateurs aussi d'Equinox Soir. Bienvenue à toutes les femmes présentes ici. Et je suis là pour dire que l'action de la femme est une action forte. C'est une action politique. C'est une action qui doit amener le système néocolonialisme de savoir que nous, les femmes, nous pouvons porter le flambeau d'une nation et nous pouvons faire des revendications à travers des actes symboliques et dynamiques. Vous avez parlé d'actes symboliques. À côté de vous, vous êtes de la société civile, secrétaire général de ANO le Cameroun. C'est bien cela. Tout à fait. À côté de vous, honorable Marlise Doualabel. Bienvenue, honorable. Merci Serge Alain de m'avoir convié et merci d'avoir organisé un plateau au féminin. Oui. Et à vos millions de téléspectateurs, je dis bonsoir et j'espère que nos échanges vont les intéresser et les édifier également. Voilà, je reste avec vous, honorable Doualabel. Le corps de la femme, lorsqu'il est exposé dans la rue, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Ça m'embête un peu
le débat, enfin la question posée comme vous venez de le faire, parce que la femme est un acteur politique, au même titre que l'homme. Oui. Et donc, elle utilise les moyens qui sont les siens. Quand on considère cette action qui a été posée en Belgique, Oui. Elle nous ramène quand même à quelque chose d'important, qui est que ces femmes, instrumentalisées ou pas, ont pris sur elles de poser un acte qu'elles considèrent comme un acte politique. Le fait qu'elles se dénudent, ça, ce n'est pas, c'est pas en dehors de nos mœurs ou de nos coutumes. Dans nos différentes traditions, se dévêtir ou alors présenter sa nudité à son fils ou à quelqu'un d'autre est signe de malédiction. En tout cas, chez les Douala. Oui. Malédiction. Malédiction. Quand une maman Douala est très en colère et qu'elle veut réprimer un acte qu'elle considère comme odieux et peut-être irréparable, elle menace son fils ou sa fille de se dévêtir. Ne fait pas que je soulève mon cas. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans nos traditions. Je sais aussi que dans le nord-ouest, on a vu les femmes entrer, s'exprimer de cette manière, Oui. instrumentalisées ou pas, Oui. mais On les a appelés les Takumba. voilà, elles ont manifesté leur ressentiment ou leur état de colère de cette façon-là. Donc, l'acte en lui-même, se dévêtir, pour moi, je n'aimerais pas qu'on y mette une notion morale et qu'on aille très vite en besogne en parlant de que ce sont des femmes indignes, des femmes des femmes qui exercent des métiers qui ne sont pas très recommandables. Oui. On a lu tout ça dans la toile, hein? On a lu tout ça dans la toile. Premièrement, je pense que toute femme mérite respect. Oui. Elles ont choisi de faire, si c'est vrai que ce sont des prostituées qui travaillent en Belgique, elles ont choisi ce mode d'expression, mais cela n'enlève en rien le fait qu'elles aient aussi choisi ce type de business, c'est-à-dire la prostitution. Mais ce n'est pas parce qu'on est prostituée qu'on n'a pas de droit. Pas du tout. Et pour la plupart de ces femmes, beaucoup ici entretiennent des familles entières. Donc, elles mènent une activité qui n'est pas morale, parce que personne ne souhaiterait voir sa fille prostituée. Mais, en même temps, on peut leur reconnaître que sur le plan affectif et sur le plan de la responsabilité, c'est des femmes qui souvent soutiennent des familles entières, envoient les enfants à l'école, construisent des maisons, etc., etc. Donc pour moi, je voudrais qu'on considère que pratiquement c'est un non-événement, parce que là où elles vont avoir tout faux, c'est que ce n'était pas le bon lieu et ce n'était pas la bonne cible. Parce que dans la tradition africaine, se dévêtir, quand une femme se dévêtit comme ça, en colère, c'est d'abord un acte extrêmement fort, extrêmement solennel, extrêmement, j'allais dire, édifiant. Ça saisit tout le monde. Donc, ce n'est pas le jeu. Alors, elles choisissent de le faire. D'abord, dans un pays où personne ne comprend ce geste. Je veux dire, je suis citoyen en Belgique, je vois une femme noire dénudée sur un trottoir, je me pose des questions. Je me demande si ça va bien dans sa tête, ou bien si... bon, enfin, en tout cas, je me pose des questions. Parce que la cible n'est pas bonne. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre cet acte. Deuxièmement, ça c'est pour les gens. C'est pour le lieu où ça s'est fait. Maintenant, pour la cible, en général, ça se fait devant la personne contre qui tu as de la colère. Tu ne peux pas te déshabiller à Bafang alors que la personne qui t'a contrarié est à Douala. Okay. C'est devant cette personne pour manifester ta colère et le degré de ta colère que tu poses cet acte. Okay. Donc pour moi, premièrement, elles ont le droit de choisir le type d'action qu'elles veulent mener.
Mais, deuxièmement, elles ont tout faux parce que leur action était mal placée et adressée à une cible qui n'était pas la bonne. Voilà, Laure Noutian, je m'adresse à vous. Vous pensez comme Honorable Doualabel que la cible n'était pas la distance? Est-ce que ça a dilué l'action des activistes en Belgique? Au contraire. C'est-à-dire que la cible... Au contraire, l'objectif, c'était de toucher le grand nombre de dirigeants de ce monde. Et c'était un lieu où tous étaient réunis. Donc, le mémorandum a été déposé, acquis le droit, voilà, pour leur rappeler que leur proposition de conciliation et de paix annoncée il y a quelques mois n'a pas été exécutée. Parlant donc de... Non, est-ce qu'on pouvait le faire sans se dénuder? J'y arrive. Oui. Quand on dit qu'on est en colère, on sait dans notre tradition africaine que quand une personne se déshabille devant une autre personne, c'est pour exprimer une colère. C'est une malédiction, encore pire, la malédiction venant de sa mère. Donc nous considérons ces femmes comme des mères. Voilà, donc ce n'est pas seulement une histoire africaine. Nous avons aussi des fées humaines qu'on a eu à... Les fémènes, pardon, voilà. Qu'on a eu à... En Ukraine, c'est un moment en Ukraine. Elles sont allées plus loin. Elles ont allé... Elles ne mettent même pas le soutien. Voilà, elles sont allées plus loin. C'est-à-dire les seins sont... Qu'aujourd'hui, honorables nous disent que ces femmes sont des prostituées, c'est quand même fort. Est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle avance? Ces dames ont des investissements au Cameroun. Elles veulent bien, au lieu de donner du poisson à leur famille restée au Cameroun, elles veulent aider ces gens à être autonomes. Et si dans un environnement où tout est corruption, tout est banalisé, rien n'est pris au sérieux, elles se battent justement. Et revenons donc justement à la revendication. Nous savons que la France n'a pas été libérée de l'intérieur. Nous savons que De Gaulle a fait un appel de l'extérieur et ce sont les tirailleurs qui sont venus à la rescousse de la France. Donc qu'on dise que ces dames ou ces Camerounais de la diaspora sont loin de ceux qu'ils visent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok. Voilà. Albertine Matomba, sur cette situation que les activistes, l'acte posé par les activistes camerounaises en Belgique, est-ce que ça... Restons sur la cible d'abord. Lorsqu'on... Oui, on ne saurait parler. Oui. On ne saurait parler de la cible sans revoir une certaine généralité sur le rôle de la femme même dans la société. Oui. Nous pensons que de façon générale, les femmes ont toujours été actrices dans les luttes pour des libertés humaines à travers le monde. Et pour nous focaliser en Afrique, parce que le problème est peut-être, elles se sont fait entendre loin des frontières du Cameroun, mais cela n'enlève pas le fait qu'elles soient africaines. Et quand on regarde dans l'histoire africaine, on a vu en Côte d'Ivoire la reine Pokou qui a sacrifié son fils pour libérer son peuple. Elle était de la communauté baoulé. Plus loin en Afrique du Sud, l'histoire de Winnie Mandela nous parle, où elle a bataillé pour la libération de son mari et même de son peuple. Chez nous au Cameroun, on a vu récemment avec les Takuben comment ils se sont manifestés au niveau du Nozo. Mais lorsqu'on rentre même dans l'histoire de l'indépendance du Cameroun, il nous est dit que l'un des fils de Ruben Oumniobé serait né dans le maquis. Ça veut dire que son épouse était dans une position à ses côtés, mais dans une position qu'on pourrait qualifier de déséquilibrée parce qu'elle attendait un enfant. Tout ça nous ramène à dire que sans la femme, en réalité, rien ne peut se faire parce que la femme est la mère de l'humanité, rien que pour cela. Maintenant, pour revenir à votre question, quant à l'acte posé par les compatriotes, nous pensons que c'est un acte fort et inquiétant. Fort pour moi parce que c'est choquant. C'est choquant de voir des mamans en tenue d'Ève avec des images qu'on publie et qu'on n'est pas prêt d'oublier quand même. Elles ont des enfants. Le monde a évolué, hein? On n'est plus à la préhistoire où il faille vraiment arriver à ces extrémités.
Et c'est inquiétant parce qu'à côté de cet acte fort, c'est un message fort, symbolique qu'elle donne, c'est vrai, mais il y a le côté moral de la chose. Honorable l'a si bien dit tout à l'heure. Un Européen qui voit une femme toute nue, je ne sais pas si ça va lui dire plus que ce qu'il est en train de voir. De nos jours, on voit même certains fous essayer de se vêtir, même si ce n'est pas... Voilà, donc je pense que quand on regarde la morale, et la morale nous envoie directement à l'éducation. La morale nous renvoie directement à l'éducation. L'éducation, quant à elle, est basée très souvent sur notre culture et on ne peut pas parler de culture sans le spirituel. Le spirituel, à la fin, est le fondement de toute chose. S'il faille donc que parce qu'on est en colère, on puisse vraiment s'exhiber, c'est un acte fort. Ça demande aussi à nos gouvernants de réfléchir pour savoir que là, les dames sont fâchées. Oui. Mais je suis d'accord que le PURS que dirige Serge Espoir Matomba, nous pensons que nous luttons pour la souveraineté de notre pays. On ne saurait aller manifester à Shanghai quand le problème se trouve en Afrique du Sud. Il faudrait que le problème soit là. Ces personnes qui vont nous aider à lutter, soi-disant, pour notre liberté, allons-nous demeurer des éternelles personnes en quête d'indépendance? Moi, je pense que nous avons eu l'action des Takuben dans le Nozo, ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, on n'est pas totalement satisfait, mais nous pensons que le chemin est quand même bien amorcé. Ok, Queen Mary Douala, est-ce que ces images qui sont venues de Bruxelles vous ont choqué, vous, en tant que femme? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que la femme est le socle de la société. Une société ne peut se construire sans la femme. Et sachant bien que la femme a un rôle prépondérant dans l'éducation et dans l'accompagnement des hommes et aussi dans l'accompagnement des institutions. Voyez-vous, nous sommes dans un régime, bien dans un système appelé monarchie traditionnelle où l'expression n'est pas facile. Et dans un régime totalitaire, il n'est pas souvent facile de s'exprimer. Et les dames de Bruxelles, ce sont les dames qui sont en train de donner un ton fort à toutes les Camerounaises. Que la femme n'est pas seulement faite pour être à la maison, ou pour suivre l'homme, ou pour aller au travail. La femme doit s'intéresser dans la chose politique, dans les actions d'un pays, dans le développement d'un pays. Alors ces dames, les actes qu'elles ont posés, qu'est-ce qui les amène, qu'est-ce qui les a poussées à se dénuder? Elles ont déjà essayé de s'exprimer étant habillées. Elles ont déjà essayé de s'exprimer d'une autre façon. Alors, elles n'avaient plus un autre choix. Elles ont trouvé nécessaire de poser un acte qui va attirer l'attention des Européens. Parce que nous savons très bien que le Cameroun est sous tutelle française. Et c'est la France qui dirige le Cameroun. Ce ne sont pas les Camerounais qui dirigent leur propre pays. Alors, que l'acte soit fait en France, aux États-Unis, c'est un acte qui est porteur. Il est porteur pourquoi? Vous voyez, depuis un certain temps, les manifestations de ce mouvement en Europe permettent aux ambassadeurs de visiter le palais de l'Unité de temps en temps. Si ces actes n'étaient pas régulièrement posés, les choses n'allaient pas bouger. Nous avons vu l'organisation du grand dialogue. C'est parce qu'il y a eu des actes précédents qui ont permis à l'État de prendre cette décision d'organiser un grand dialogue. Alors les actes que les femmes là ont posés, ce sont des actes politiques. Et ce sont des actes ces actes doivent interpeller ces Français qui nous empêchent de vivre normalement dans ce pays. Et ces femmes, elles portent ces revendications à cause des enfants qui sont tués dans la région du Nosso, les personnes qui sont incarcérées dans les prisons, qu'on ne sait pourquoi ils sont incarcérés là-bas. Je dis encore que ces actes, si nous les femmes, nous nous levons ici au Cameroun pour poser ces actes, il y aura une répression. Nous allons nous retrouver en Kondengui. Alors, si on dit que ces actes n'ont pas d'effet ici au Cameroun, parce que je suis
convaincue qu'aucune femme ne peut se lever ici au Cameroun et faire ce que ces dames ont fait à l'étranger. Parce que là-bas, on respecte les droits de l'homme. Ici au Cameroun, on ne respecte pas totalement les droits de l'homme. C'est pour ça que les gens ne veulent pas se lever. Mais cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas cette volonté de faire des revendications. Elles ont bien la volonté de faire des revendications, mais où? Sur quelle terre? Sur quel territoire? Dans un territoire où tu n'as pas la liberté de s'exprimer, tu n'as pas la liberté de réclamer de l'eau, de l'électricité, tu n'as pas la liberté de dire que non, arrêtez. Moi, je sais une chose, c'est que les revendications de ces femmes à Bruxelles seront porteuses. Elles vont porter du fruit pour notre pays, elles vont porter du fruit pour les femmes. Et moi, je suis aussi prête à me mettre nue. Ah, vous allez vous mettre oui, je suis aussi prête à me mettre nue. Pour que la crise anglophone cesse, pour qu'on libère tous ceux qui sont dans les prisons pour des fautes dont on ignore. Ok. Voilà, nous allons donc prendre, madame, monsieur, la direction de Paris, où nous attend l'une d'elles, une des Amazones. Elle a manifesté la semaine dernière à Bruxelles. Bonsoir Marcel, bienvenue sur le plateau, bienvenue à Equinox Soir. Dites-moi Marcel, vos revendications sont connues, votre lutte également, vous avez toujours marché. Qu'est-ce qui explique donc que vous soyez passé à cette étape, on va dire l'étape supérieure, vous dénudez? Qu'est-ce qui a à l'origine de ce déclic-là? Marcel, depuis Paris. Bonsoir, monsieur Alain Roux. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Écoutez, votre question me touche énormément. Pourquoi? Parce que, voilà, je vais vous dire déjà une chose. Nous, les Amazones, ne sommes pas des exhibitionnistes. Si nous nous sommes levés pour aller à Bruxelles, à l'Union européenne, nous faire entendre, c'était parce que nous avions ce sentiment d'impuissance. Et face à l'impuissance, la rage, la colère d'une mère prend le dessus face aux exactions qui se passent dans notre pays, dans notre si beau pays, le Cameroun. Ce qui se passe dans le Nozo, Monsieur Alain Otou, nous sommes au XXIe siècle. Convenez-vous que nous puissions armer nos enfants pour aller en tuer d'autres? Dans nos eaux, vous êtes sans oublier qu'il y a plus de 15 000 morts et plus d'1 million de déplacés. Des familles qui vivent dans la brousse. Des familles, des mamans qui séjournent dans la brousse, qui se garnissent avec des feuilles d'arbres. Rester inerte devant ce genre de situation, monsieur Alain Otou, serait inhumain. Et le cri de guerre d'une mère, comme nous autres, les Amazones du monde entier. En passant, je vais saluer cet acte salutaire de nos héros, de nos Amazones, de toute l'équipe qui a été sur le terrain à Bruxelles pour faire entendre ces cris, ce cri, autant pour moi, de douleur, ces cris ces cris qui nous titanisent. Et ce gouvernement qui est en place depuis 40 ans, qui est muet, qui reste muet, qui ne fait rien, qui ne fait rien d'autre que armer ses enfants pour aller en tuer d'autres. Et face à cette situation, monsieur Alain Otou, je serais prête à recommencer. Nous, les Amazones du monde entier, nous serons prêtes à recommencer, à poser ce genre d'acte, à faire tomber la chemise, s'il le faut, pour nous faire entendre. La preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, vous m'avez contacté pour que je vienne vous expliquer pour quelles raisons nous avons tombé la chemise. Ce n'était pas pour faire plaisir, c'était notre cri de guerre, c'était notre cri de colère, c'était notre cri face au désarroi, face à l'impuissance, face à tout ce qui se passe
dans le pays. Nous avons les problèmes graves qui se passent dans le pays. Nous avons le manque d'eau, le manque de soins, le manque d'éducation, le manque de liberté, le manque d'école, le manque d'expression, le manque de soutien aux entreprises, le blocage des investisseurs pour l'avenir de nos jeunes enfants. Quel avenir allons-nous offrir à nos enfants, à nos petits-enfants? Face à toute cette peine, toutes les Amazones du monde entier se lèvent aujourd'hui pour dire non. Nous ne pouvons pas continuer à être muselés. Dès que nous avons été au courant que l'Union européenne allait siéger et que tous les chefs d'État de l'Union européenne allaient siéger à Bruxelles, nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour nous rendre à Bruxelles afin de faire entendre notre cri de colère à l'Union européenne. Et surtout, je vais parler ici sans langue de bois, à Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui représente la voix de l'Afrique, de toute l'Afrique centrale à l'ONU. Donc, nous sommes rendus à Bruxelles pour nous faire entendre, pour qu'on puisse écouter notre voix. Il faut que la France cesse de mettre le pied sur la gorge du Cameroun. Nous ne sommes pas des esclaves. Le temps de l'esclavage est terminé. Au jour d'aujourd'hui, c'est les Camerounais. Les Camerounais doivent prendre leur destin en main. Les Camerounais doivent se lever tous comme un seul homme. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'hôpitaux, il manque de soins, d'infrastructures, tout la totale. Le Cameroun est plongé dans un coma éthylique. Ok. Merci. Dans un chaos total. Oui. Merci Marcel. Merci Marcel. Je vais revenir à vous. Le temps d'aller à Saint-Mélima où nous attend l'anthropologue. Nous avons invité un anthropologue à cette émission. C'est le professeur Paul Abouna. Professeur Paul Abouna, bonsoir et bienvenue. Pour vous, lorsqu'une femme arrive à lever, faire tomber, restons sur le cas de la Belgique, on a fait tomber les chemises. En tant qu'Africain, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous, l'anthropologue, professeur Paul Abouna. Oui, merci surtout de m'avoir convié à ce débat intéressant. Je voudrais peut-être me faire le porte-parole de l'anthropologie que j'enseigne dans les universités. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sexe de la femme, la nudité de la femme est dangereuse. Et je voudrais être démonstratif à ce niveau-là. Qu'est-ce qui rend le sexe de la femme dangereux? Il y a par exemple le muscle clitoris de la femme. Et vous verrez que dans la plupart de nos sociétés traditionnelles, c'est l'élément anatomique les enfants qui sont assassinés. Faveur du choix des femmes qui doivent être initiées. Et il faudrait que ces muscles clitoridiens soient exagérés. Et on peut prendre le cas de Mofungu dans la société traditionnelle. Le cas de Yakumba, c'est dans le nord. Il y a donc le muscle clitoridien. Et vous verrez également dans certaines sociétés que lorsqu'à la naissance, si la tête de l'enfant touche ce muscle clitoridien-là, l'enfant devient fou. Bon, c'est une grille de lecture pour expliquer les cas de folie, pour expliquer également l'excision, la chirurgie qu'on opère sur ces muscles-là. En plus du muscle clitoridien, nous avons les menstrues. Les menstrues qui sont extrêmement dangereux pour un certain nombre de systèmes de croyances. Et dans le sexe de la femme, nous avons également ce qu'on peut appeler les paix. Les paix sortent de ce côté-là. Tout ça fait donc en sorte que lorsque la femme se dénude, ça frise la malédiction, le danger. Et vous savez que l'un des gestes qu'on pose en Afrique pour maudire, c'est qu'on se courbe. Et vous voyez, lorsque vous vous courbez, la pression peut être accentuée au niveau du ventre et le paix sort. Donc c'est tout cela qui fait en sorte que lorsque la femme se dénude, que ce soit quelque chose de pas bien du tout.
Mais je crois qu'il y a l'une de vos invités qui disait tout à l'heure là qu'il faudrait qu'il y ait une unité de lieu. Il ne faut pas aller le faire ailleurs. C'est comme si vous avez une cible ici au Cameroun que vous voulez atteindre avec une arme et vous allez tirer en Occident. Si le père sort en Occident, là-bas, il ne va atteindre personne ici. Ça c'est une chose. Et puis, pour que cela soit efficace, il faudrait que ce soit les femmes d'un certain âge et les femmes d'une certaine moralité. Donc voilà un peu le contexte traditionnel. Maintenant, s'il faut le rattacher à ce que nous avons vu en Belgique, moi j'ai vu ces images-là qui m'ont davantage donné l'impression d'une séance de striptease ou bien d'une séance de gay pride au féminin. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Mais je pourrais également enchaîner pour la gouverne de vos auditeurs pour essayer de rattacher une grille de lecture à cela. On ne peut pas interpréter ce geste-là en faisant abstraction du MRC parce que ça rentre dans la logique de cette formation politique que je respecte bien, mais il faudrait que les gens qui s'engagent dans ces mouvements-là soient vraiment sûrs de ne pas être dans une séance d'envoûtement collectif. Vous savez, l'une de mes spécialités, c'est l'anthropologie politique. Et il y a en anthropologie politique ce qu'on appelle la zombification politique. Vous verrez par exemple aux États-Unis que John Kennedy, par exemple, a été en quelque sorte le zombie politique d'Abraham Lincoln. Parce qu'il y a beaucoup de connivences qui les lient. Les dates de naissance tombent pratiquement un siècle jour pour jour. Les secrétaires portent le même nom. Par exemple, la secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy. La secrétaire de Kennedy s'appelait Lincoln. On a tué... donc vraiment, je crois que c'est une documentation qui existe sur le net. Quel est le rapport que je fais donc avec ce que j'appelle envoûtement et le MRC? En réalité, nous sommes là dans ce qu'on appelle des mouvements millénaristes politiques. Et ce qui se passe actuellement, si vous observez bien la scène politique du Cameroun pendant les années 90, le début des années 90, vous verrez que c'est exactement le même schéma qui est en train de se reproduire. Nous avons par exemple l'opposition politique de ces années-là était dominée par le SDF, dont la zone anglophone, et vous avez également des revendications un peu satellites de cette opposition politique-là qui était conduite par un certain Tokam. Et aujourd'hui, on a Kamto. Et vous voyez dans le lien, Kamto est l'antonyme de Tokam. Et cette société que je connais très bien, Kam, c'est la notabilité dans les sociétés des Grasse-Chine. Vous avez par exemple les Kamsambia, c'est-à-dire le collège des 7 notables, les Tamfeu, le collège des 9 notables. Et on peut donc inverser ce nom-là, soit lui ajouter un suffixe, soit lui ajouter un préfixe. Vous avez par exemple Kamsi, c'est-à-dire le notable de la terre ou bien le notable de Dieu, et les Sikam, Dieu notable, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir Pokam, ou bien Takam, le père, Kam, le notable, le père du notable. Vous avez donc cette opposition-là entre Tokam, Sympho Tokam, et Kamto Maurice. Non, qui professeur est, de mon point de vue, parce que c'est... Professeur Abouna, vraiment, ce n'est pas le lieu. C'est pas le sujet ce soir. Je vous en prie. Nous restons sur la manifestation. Vous nous avez dit que c'est la malédiction et on va prendre... Il a également insisté, le professeur Abouna, sur la distance. Est-ce que les explications de l'anthropologue, le professeur Abouna, ça change un peu? La parole devrait nous revenir. Si on a déjà fait le tour. Non, bon, il n'y a pas... Allez-y donc, voilà. Il a insisté sur la distance. Ce que je veux dire, et je voudrais inviter tous les Camerounais qui sont devant leur petit écran, à ceux qui ont le WhatsApp, d'aller regarder ces scènes. Oui. Ces scènes n'avaient rien de solennel. Excusez-moi. Sauf si c'est... Il faut la solennité, il fallait la solennité là-bas. Parce que c'est un acte grave. Quand la femme décide donc de s'exprimer de cette manière, oui. Ça doit porter une gravité à rien qu'à voir l'image que chacun de nous est la chair de poule. Mais
on avait l'impression qu'elles rigolaient. Il y en a qui descendaient leur jean, montraient leur... Enfin, ça manquait et de classe, et de construction, et de structuration. C'était vraiment pas, à mon avis, c'était pas un événement marquant. Ça ne m'a pas touché dans le sens émotionnel du terme. Ça ne m'a pas touché parce que c'était effectivement comme une gay pride, des gens qui font, je ne sais pas trop. Mais regardez, parce que je ne parle pas en l'air. C'est parce que j'ai regardé longtemps ces images et j'invite tout le monde à regarder ces images. Ça n'avait rien à voir avec les femmes du Nord-Ouest. Les Takuben, ça n'avait rien à voir avec ça. Bon. Maintenant, je voudrais dire à la représentante du MRC qu'elle s'est trop vite précipitée à vouloir montrer que nous ne sommes pas d'accord. Mais nous ne sommes pas obligés d'être en désaccord. Pas du tout. Parce que quand je parle de prostitution, j'embraye sur l'exploitation qui a été faite sur les réseaux sociaux. En disant que, et même si elles étaient donc des prostituées, j'estime qu'elles restent des personnes, à mon avis, des personnes qui ont le droit de s'exprimer et de poser des actes. Sauf que leur acte m'a paru léger et sans dimension et que ça a été fait ailleurs et pas devant les concernés. Alors, qui sont les concernés? Oui. À qui est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui qu'il n'y ait pas un cessez-le-feu dans le Nozo? La France. La personne... Ok, toi tu as ton... Sa cible. Tu as ta cible. D'accord, je te la laisse. Maintenant, moi, j'ai aussi une cible. Si c'était des mamans raisonnables, et si elles raisonnaient comme moi, elles diraient, au minimum, il y a deux cibles. Il y a les sécessionnistes, sauf si elles-mêmes sont sécessionnistes. Mais d'après ce que je sais, c'est un démembrement de la BAS qui est un démembrement du MRC. Donc, en réalité, eux, ils ne sont pas pour la partition du Cameroun. Alors, si elles s'inquiètent donc de ce que la guerre continue, au minimum, elles devraient se déshabiller devant Ayoub Tabé et ses amis, et puis maintenant venir se déshabiller devant Paul Biya et le gouvernement. Mais Paul Biya va leur dire très rapidement, mes chères sœurs, mes chères mamans, moi je suis partant. Je suis partant seulement comme je suis le responsable institutionnel de ce pays. C'est moi qui dis comment les choses vont se passer. Étant entendu que, étant mendiant de la paix, je veux que tout cela s'arrête aujourd'hui même. La seule condition, c'est que les sécessionnistes baissent les armes. Okay. Donc, pour moi, si elles veulent être équitables et que ce qui les fait bouger, ce qui les fait bouger réellement, c'est le désir de voir la guerre s'arrêter, alors elles s'adressent avec la même sévérité au moins aux deux camps. Okay. Mais moi, je ne les ai pas entendus parler des sécessionnistes. Voilà, on va donc permettre à Marcel de réagir par rapport à vos deux préoccupations, honorable Doualabel. Marcel, l'honorable dit que dans la manifestation de la semaine dernière, on n'a pas senti la solennité. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Voilà, là où nous sommes. Sauf si les images n'étaient pas bien prises. Hein. Oui, peut-être que ces images que nous avons vues, voilà, sur la manifestation des activistes. Lorsque vous regardez les Takuben, par exemple. Tout d'abord, ce qui s'est passé à Bruxelles. J'aimerais d'abord répondre à Madame Bell, lui faisant savoir que aujourd'hui, nous sommes fatigués du griotisme du RDPC. Les faits sont là. Au passage, madame, je suis madame Doualabel, pas Belle. Parce que Joseph-Antoine Ben, s'il vous entend, il va penser que je fais... Autant pour moi, madame. Madame Doualabel. Merci beaucoup. Donc, je disais donc, madame Doualabel, qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la numérique. Vous ne pouvez plus raconter du n'importe quoi au Camerounais. Nous savons dans notre culture ou dans notre culture politique que la femme est le socle, comme disait Queen Mary, et la femme a quelque chose à dire. Sinon, nous ne serons pas là. Si vous trouvez que les femmes de Paris
Bruxelles, n'ont pas touché leur cible, nous ne serons pas là. Qu'est-ce que nous foutons là? Ça veut dire que nous perdons notre temps. Autant mieux arrêter ce qu'on fait. Elles ont touché leur cible. La preuve, on est en train de parler. On est en train de parler d'elles. On est en train de montrer qu'elles sont arrivées à un niveau de hors-sujet? Non, pas d'hors-sujet. Le sujet, il est là. Puisqu'elles ont manifesté, ce n'est pas la première manifestation de ces dames. Elles manifestent depuis novembre 2018. Et si elles en arrivent là, c'est un ras-le-bol. Et vous savez, dans notre culture, quand on surprend une femme africaine nue, première des choses, elle cache son sexe. En Europe, quand on surprend une Européenne nue, elle cache ses seins. Donc il fallait donc justement qu'elles montrent leurs seins là-bas pour montrer que leur sexe est fait pour autre chose. Ok. Elles n'avaient même pas montré, elles n'ont même pas montré leur sein. Hein. Beaucoup avaient un soutien-gorge. Oui, et vous, il fallait voir les tétons pour accepter qu'on voit les seins. Le sein était visible, madame. C'est quoi? Le sein, c'est quoi? La mamelle nourricière. Oui, mais alors, attendez, le sein représente quoi pour vous? Pour moi, c'est d'abord le lien entre l'enfant et la mère. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, c'est effectivement l'instrument pour nourrir, pour donner la vie. D'accord. Et le sein, chez les Africains, n'a jamais posé un problème, puisque je vous réponds, vous avez dit tantôt, que le lieu d'expression n'était pas celui-là. Oui. Donc par rapport à la cible, puisque la cible, par personne n'était imposée, c'était Macron. Leur cible, c'était Macron. Jusqu'à preuve du contraire, il y a les vidéos qui le prouvent. Oui, on va écouter Marcel. Parce puisque M. Biya a rendu compte du grand dialogue à M. Macron, il fallait donc aller directement voir le chef. C'est pourquoi elles s'y sont rendues. Vous avez l'air bien au courant, hein? Bien sûr. Vous faites partie du BAS. Mais vous parlez aussi de ce que vous avez vu. Nous interprétons les images, madame. Non. Nous interprétons les images. Je n'en fais pas plus. Vous connaissez leur plan, je ne connais pas leur plan. Vous connaissez leur plan. La nudité n'est pas seulement physique. La nudité n'est pas seulement physique. La nudité au Cameroun, c'est un péché. Et laissez-moi vous dire que la nudité de notre pays, c'est notre État. C'est ça la nudité de notre pays, c'est notre État. Donc celle qui est physique, qui s'est passée à Bruxelles, elle n'a pas d'impact physique, elle a plutôt un impact spirituel. Ok. Marcel, je crois que Marcel est revenu. Marcel, l'honorable Doualabel dit que le mouvement, la sortie de la semaine dernière manquait un peu de coordination, de solennité, sont ces expressions. Et que la cible, pour elle, n'était pas là-bas, puisque la cible, c'est le Cameroun. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Monsieur Alain Autou, votre question est de savoir si dans la manifestation, c'est l'homme ou pas? C'est pas moi qui pose la question. Voilà, on a des soucis. Oui, Albertine Matomba. Oui, je pense que le problème de ces compatriotes, je le redis, il faut le prendre sur le plan culturel et même spirituel. Nous savons que la femme, c'est la sagesse. Dans nos foyers, lorsque le monsieur est fâché, on se réfère, la femme se donne le devoir de le ramener à la raison. Et quand une mère a ses enfants qui bagarrent, parce que le Cameroun, c'est notre mère, nous avons d'un côté le gouvernement qui ne donne pas satisfaction à son peuple, et le peuple qui a un droit de manifester. Mais alors, si les femmes disent non, moi je reviens toujours sur les Takuben, je les ai vus manifester, c'était tellement symbolique, avec l'arbre de paix en main, avec, même s'il y a des seins qui peuvent se voir, mais la femme, elle doit même pleurer pour dire où voulons-nous aller? Parce que c'est notre Cameroun, c'est le Cameroun où vont vivre nos enfants. Si nous voulons absolument l'ingérence étrangère, oui, ça je le concède à ceux qui le pensent, mais je pense que nous sommes assez grands aujourd'hui pour dialoguer d'abord au niveau du Cameroun. Il y a déjà eu le dialogue. Qu'est-ce qu'on fait des applications du grand dialogue? Moi, j'étais au grand dialogue, j'ai participé au grand dialogue. Madame, et c'est par rapport à ces mouvements qu'il y a eu grand dialogue. Lorsqu'on parle du dialogue, le dialogue, tant qu'on vit, on doit dialoguer.
Quand on cesse de dialoguer, alors on devient des animaux. Seuls les animaux ne peuvent pas dialoguer. Et quand je parle de dialogue, ce n'est pas un événement. Les femmes sont fâchées. Je pense, au-delà, je ne sais pas si on est en phase, je suis d'accord pour cet acte. C'est un acte fort posé, interpellateur. Voilà pourquoi on en parle. Et j'espère, nous estimons juste que le lieu où la manifestation a eu lieu... Est-ce que le Cameroun est indépendant? Moi, je ne trouve pas un problème au niveau du lieu. Parce que le Cameroun n'est pas indépendant. De toute façon, le Cameroun n'est pas indépendant. Ce n'est pas un débat de personne. C'est pas un débat de personne, mais je pense que si on parle d'indépendance au Cameroun, pour édifier les Camerounais. Nous sommes quand même dirigés avec des lois. Nous sommes quand même dirigés avec des lois qui ne sont pas parfaites. Et nous devons au quotidien lutter pour que ces conditions s'améliorent. Le français ou le belge qui n'a pas la même réalité que nous ne sera pas, ne sera pas mesuré à sa juste valeur. Le Cameroun n'est pas indépendant. Vous avez vu aux États-Unis dernièrement, après la mort de Lord, vous avez vu la marée humaine, noire, qui s'est déployée, mais la police n'a rien pu faire. Moi, je veux marcher avec vous, comme vous avez dit, mais allons le faire au Cameroun. Ok. Voilà. Elle marchera nue. Moi, je n'ai pas encore parlé. Oui, voilà. Est-ce que l'honorable Doualabel dit que le lieu, elle a un problème avec le lieu, elle a un problème avec la solennité. Est-ce que le simple fait, même si on lui concède ça, il n'y a pas eu solennité, mais le simple fait qu'on soit dénudé, le message ne passe pas. Quand la femme se met à moitié nue, est-ce que c'est pas grave? C'est pas nouveau de se mettre nu. On a vu les femmes aux États-Unis. Oui, c'est pas nouveau de se mettre nu. On a vu les femmes dernièrement avec la contestation de Trump sur le Wall Party. Il y a les Américaines qui se sont mises nues. Il y a par exemple en Pologne, les femmes se sont mises nues. Oui. Il y a même une femme politique, Christine Boutin, qui a confessé qu'elle aimerait se mettre nue. C'est une femme politique forte qui a confessé qu'elle pour la cause de son pays. Nue pour la cause. Mais c'est parce que là-bas, les libertés sont respectées. Les libertés sont respectées. Les libertés sont respectées. Les libertés sont respectées. C'est pour cela qu'elles peuvent se faire. Merci. C'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ce concours d'entrée aux écoles normales supérieures. Vous le savez, pour le compte de l'année académique 2020-2021, le nombre de places a été réduit à 100 dans les principales écoles normales supérieures à Yaoundé, Bertois et Marois. Cette décision du gouvernement suscite un tollé de réactions et suscite la controverse. Vous suivrez dans ce journal la réaction des jeunes diplômés frustrés d'avoir moins de chances d'accéder à la fonction publique et à bien sûr la fonction d'enseignant et des syndicats en colère contre le gouvernement. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle décision de réduction du nombre de places? Le gouvernement sur le grill s'explique dans le journal de 20h. Alors que le gouvernement justement est en train de faire le tour de ses bailleurs de fonds et partenaires multilatéraux pour avoir plus d'argent en vue de reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. D'autres localités d'une région sinistrée à l'extrême nord du Cameroun manquent cruellement de moyens pour développer des projets pour les populations. C'est le cas à Kolofata, une localité qui a subi les affres de la guerre contre le terrorisme. Illustration à suivre dans quelques instants. C'est Jalin. Nous évoquerons également ce soir une autre préoccupation, cette fois-ci celle relative à la progression de la pandémie du Covid-19. Le Cameroun qui a franchi la barre des 16 000 cas et la question qui reste préoccupante sur le continent africain. Nous ferons le point dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du 20h de Cédric Noufelet à découvrir dans un instant. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités, et à Douala, et à Paris, et à Saint-Mélima. Retour sur le plateau, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Laure Nouchan du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Albertine Matomba du PURS, Queen Mary Douala, société civile, et à côté,
l'honorable Marlise Doualabel, qui porte toujours le flambeau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je commence par vous cette fois-ci, Queen Élie Douala, vous avez compris. École normale, on réduit les places, mais vous avez suivi les syndicalistes, ils disent qu'il y a un manque criard d'enseignants. Comment comprendre cette décision? Comment comprendre que dans un pays où il y a 25 millions de Camerounais, il y a au moins 2000 Camerounais qui sortent des universités chaque année et qu'on mette en place 100 places pour l'école normale de premier cycle, et 100 places pour le second cycle. C'est tout juste pour vendre les places. Parce que quand vous demandez 100 places... C'est pour vendre les places? Oui, c'est pour vendre au plus offrant. Ce n'est pas pour des personnes qui... Les plus méritants. Oui, les plus méritants. C'est pour vendre. C'est un concours. Mais c'est un concours, c'est une facette. C'est une facette. Parce que si on veut mettre un concours en place, on doit donner la possibilité à plusieurs Camerounais d'accéder à cette école, sachant bien que le besoin est important. Nous savons bien que nous avons une crise humanitaire à Bamenda et à Boya, où on a besoin des enseignants actuellement parce que certains ont perdu leur vie. On a des enfants qui sont sortis de cette zone, qui ont besoin... Le problème est réglé en zone francophone dans les 8 régions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas 40 enseignants. Le problème sera réglé parce que nous, les femmes, nous allons régler ce problème. Vous avez vu déjà le déploiement des femmes de la basse, les Amazones, vous avez vu leur déploiement. Ça veut dire que le problème sera réglé parce que nous n'allons pas rester tranquilles. Nous allons continuer à nous battre pour que le problème soit résolu et que la paix revienne dans cette zone. Et quand la paix va revenir, il faut déjà commencer à intégrer ces enfants à l'école pour qu'ils puissent au moins se fréquenter pour sortir des enseignants et préparer que demain, ils iront dans la zone anglophone. On a besoin des enseignants au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire que les gens bradent les institutions, ils volent de l'argent, mais pour recruter les Camerounais, qu'on peut prendre cet argent et donner à pour recruter les Camerounais, il y a un problème. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides pour la population. Les caisses ne sont pas vides pour les gouvernants. Quand eux, ils doivent voyager avec les jets privés, il n'y a pas de problème de caisse. Il n'y a pas de problème de salaire. Mais pourquoi? Pour donner l'argent des Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas seulement aux gouvernants, ceux qui décident qu'on doit prendre 100 places pour chaque école. Non. Donner la possibilité aux Camerounais de travailler et de survivre. Déjà même, le travail est précaire au Cameroun. Le travail de l'enseignant n'a jamais été valorisé. Alors, si maintenant, beaucoup d'enseignants fuient, beaucoup qui ont le matricule ont fui, donnez donc la possibilité, la chance aux Camerounais. Ils sont là où ils doivent être. Donc, il faut donner la possibilité aux Camerounais d'intégrer la fonction publique pour qu'il y ait une régénération. Parce que d'autres sont déjà vieux, d'autres sont même affectés dans les ministères. Il y a des enseignants qui sont détachés dans d'autres ministères. Et les lycées sont vides. Les collèges, on utilise ces mêmes enseignants des collèges pour aller soutenir les lycées. Aujourd'hui, on n'envoie plus les enfants au lycée. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'enseignants. Moi, je demande au ministère tutelle d'ouvrir pour que tous les Camerounais aient la possibilité d'avoir le matricule. Le ministre d'État, Famendongo, lui, il est là depuis des années. C'est ça le problème? Il est là depuis des années. Il connaît le problème. Donc, il doit comprendre. Il connaît le problème de l'éducation au Cameroun. Il doit comprendre. Donc, s'ils verrouillent l'entrée dans les écoles, c'est parce qu'ils savent pourquoi. Ils veulent augmenter les enchères pour qu'on prenne les bêtes pour mettre comme les enseignants et ceux qui sont méritants qui restent au quartier. Ok, voilà. Albertine Matomba, cette peinture, cette lecture de Queen Élie Douala, vous satisfait d'elle? On réduit pour faire monter les enchères. De l'autre côté, le gouvernement dit non, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas prendre tout le monde, il y a Covid-19 qui sévit aussi. Disons que je ne suis pas contre sa posture. C'est vraiment un cri très alarmant parce que lorsqu'on voit que pour recruter des enseignants, il y a un nombre limité, nous avons peine à croire que le gouvernement se soucie. C'est ça le concours par essence, non? On ne limite pas les places pour un concours? Oui, mais on limite les places. Quel est le besoin réel de la population? Voilà. Quel est le besoin réel de la population? Nous avons besoin d'éduquer nos enfants. Lorsqu'on va prendre 100 enseignants qui seront encore redistribués dans les grandes villes, que deviennent les enfants? Non, ils ne sont pas redistribués. Ils préfèrent rester dans les grandes villes.
Bon, ils préfèrent rester, voilà. Mais sauf que ceux qui préfèrent rester connaissent toujours quelqu'un qui va s'arranger à ce qu'il reste. Voilà. Et les élèves qui sont dans l'arrière-pays, dans les villages, se retrouvent sans enseignants. Et il y a lieu, Serge Alain Autou, de parler ici de la qualité même de l'éducation. Elle a dit, hein, on a les mêmes enseignants pour les lycées et les collèges privés. C'est un peu la même chose au Cameroun. On a les mêmes médecins pour les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Conséquence, rien n'est fait de façon normale. On veut éduquer les enfants n'arrivent pas à avoir la bonne éducation parce que les enseignants, non seulement ils sont très peu et ils sont très mal rémunérés, et c'est les enfants qui payent les pots cassés. Pour finir, on va avoir quand même, à la fin de l'année scolaire, des gens qui seront sanctionnés des diplômes n'ayant presque rien appris. Okay. Lorsqu'on discute un peu avec les professeurs lors des délibérations, en ce moment, les élèves sont en train de composer. On va apprendre que les délibérations se sont faites avec la moyenne de 5 et de 6. Et après, quel Cameroun peut-on construire avec ce genre de Camerounais? Donc, il y a ici un signal d'alarme. Il y a le Covid. Avant le Covid, c'était toujours le même problème. Il y a le Covid, il y a eu des fonds des fonds même extérieurs alloués pour la lutte contre le Covid. Et même dans cette lutte contre le Covid, est-ce que c'est redistribué à bon escient? L'arrière-pays n'est pas satisfait. Et on arrive à voir quand même ceux des partis, du parti au pouvoir qui ont une certaine posture à aller quand même pour continuer dans la campagne, donner quelque chose, peut-être des fonds sortis des caisses de l'État. Mais nous disons que si l'éducation au Cameroun est bafouée, les Amazones auront beau se déshabiller à l'étranger, rien de formel ne sera fait au Cameroun. Parce que le Camerounais qui est présent sur le territoire, il n'espère plus. Il n'a plus de vision. Il se dit que tout est perdu, donc ça ne sert à rien. Allez-y voir dans les entreprises privées qui essaient d'utiliser les Camerounais aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tous veulent de l'argent pour résoudre leurs problèmes, mais ne peuvent pas vraiment travailler à la hauteur des attentes qui sont les leurs. Et moi, j'ai coutume de dire aux gens, écoutez, allez vous faire embaucher à la fonction publique parce que là-bas, on ne fait rien, mais on est payé. Voilà la lutte contre le Covid, la Covid-19. On a les entreprises privées qui ont supprimé les salaires. D'autres ont fermé, d'autres ont diminué. Je ne sais pas si pareille chose s'est passée avec les fonctionnaires de l'administration. D'autres qui sont même licenciés parce qu'ils étaient porteurs du Covid. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est quand même grave. Là où nous sommes, c'est grave. Et on va voir que ceux des Camerounais qui veulent faire ce concours ne le font pas par vocation, par amour, mais parce qu'ils veulent juste quelque chose pour arrondir les fins de mois. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Quelle éducation pour quel Cameroun de demain? Ok, justement, là on nous tient, il y a cette ambivalence-là. Il y a d'un côté le concours a ses exigences, c'est-à-dire un concours, on veut un tel nombre de places précis. De l'autre côté, la carte scolaire a besoin, le Cameroun a besoin d'enseignants. Comment allier les deux? Le problème d'enseignants se pose alors que la rentrée scolaire est imminente. Oui. Voilà. Nous ne pouvons pas rester sans être choqués par cette réduction, cette décision, parce que nous voyons dans notre environnement les écoles privées pilulent un peu de partout, justement parce que ceux même qui avaient déjà été formés ne sont pas recrutés, ne sont pas intégrés. Et malgré ce déficit, il y a toujours manque d'enseignants dans l'arrière-pays. Nous savons que c'est l'éducation qui est la base d'une nation. Et nous savons également que ces enseignants, aujourd'hui, monnaient pour arriver où ils sont.
Donc, qu'ils réduisent l'effectif, moi je pense que c'est juste pour augmenter les enchères, pour aller dans le même sens de Madame Queen. Ce sera au plus offrant? Ça sera au plus offrant là. Au méritant? Non, ça n'a jamais été au mérite. Ça n'a jamais été au mérite. Non, il faut Parce pas... qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, moi je prends le cas de ma dernière. Oui. Elle est à l'école maternelle, petite section. À un certain moment, l'enfant n'arrivait pas à griffonner. Et on me fait comprendre qu'il faut que la maîtresse soit la répétitrice de l'enfant. Effectivement, quand j'ai pris la maîtresse... Ça commence pas à la maison? Ça commence pas à la maison, tout ça? Forcément, il y a un suivi. Il y a un suivi, mais je vous explique. Oui. Parce que moi, je n'ai pas la pédagogie. Je donne les bases que je peux donner, mais voilà. C'est pour ça qu'on envoie les enfants à l'école. Vous avez senti le mot griffonner, hein? Voilà, je dis vraiment griffonner. Vous dites qu'à la maison, même on peut le faire, mais on montre comment on fait, mais on ne peut pas faire le poignet. Oui. On ne peut pas faire comme cette personne qui a été formée pour. Là, c'est la pédagogie. Voilà, c'est la pédagogie. Oui. Donc, on vous fait comprendre qu'il faut prendre l'enseignante comme répétitrice pour que l'enfant ait le niveau. Pourquoi nous payons alors pour que l'enfant ait cette éducation? Donc tout n'est qu'une question de marchandage. Et pour revenir donc à la fonction publique, nous nous rendons compte qu'on a mis dans l'esprit du Camerounais moyen qu'il faut travailler à la fonction publique pour être quelqu'un. On n'apprend pas aux Camerounais à être auto-entrepreneur. On ne peut jamais être riche en étant fonctionnaire, sauf au Cameroun où on voit les ministres et DG s'enrichir avec notre argent du contribuable. Mais en général, on devrait plutôt impulser la dynamique camerounaise à l'auto-entrepreneuriat. Okay. Et je pense que là, les retombées seront plus visibles. Honorable Dolabel, vous comprenez cette décision-ci, en ce moment-ci, cette décision du ministère de l'Enseignement supérieur? Je peux comprendre que mes copanélistes, parce qu'elles ont des engagements dans leurs chapelles respectives, qu'elles aillent directement vers l'incompréhension de cette décision qui, moi, me paraît raisonnable et raisonnée. On ne peut pas être au lendemain, et encore que pour le Covid, ce n'est pas le lendemain. Pour le Nozo, ce n'est pas encore le lendemain. Pour Boko Haram, ce n'est pas encore le lendemain. Dans tous les pays du monde, le système éducatif est obligé d'être réajusté au fil des événements, au fil de la démographie, au fil de l'urbanisation, au fil de toutes les autres décisions. Est-ce que tout ce que vous citez là réduit en baisse? Je veux dire par exemple que si dans les différents pays qui existent, la préoccupation portant sur l'éducation est tous les jours sur les tables. Vous connaissez, vous observez, prenons l'exemple de l'Occident, où les enseignants ont tout le temps menacé de faire grève, menacé qu'il y a trop d'élèves, menacé qu'ils n'ont pas suffisamment de congés, etc., etc. Parce que l'éducation colle directement à la vie. Si aujourd'hui, on se rend compte qu'on est obligé de nous mettre aux normes par rapport au Covid, il est évident qu'il va falloir réduire les effectifs dans les écoles. Heureusement, il y a le secteur privé qui soutient, parce que le partenariat public-privé en ce qui concerne l'éducation est l'un de ceux qui fonctionne le mieux, à mon avis. Donc, c'est une décision responsable. Pourquoi? Comment recruter, se permettre de recruter 500 enseignants alors qu'on ne saura pas les former de manière techniquement acceptable? Former un enseignant, ça demande un budget. D'accord? Maintenant, une fois que l'enseignant a terminé, parce que l'enseignant qu'on recrute aujourd'hui, les 100 qu'on recrute aujourd'hui, ils n'enseignent pas aujourd'hui. Ils ont d'abord leur période de formation et ensuite, donc, ils sont recrutés à la fonction publique. Donc, ça veut dire 2-3 ans qu'on se donne. Mais c'est normal qu'aujourd'hui, on pense déjà à 2-3 ans. Ce n'est pas une décision et je suis vraiment peinée que mes copanélistes n'aient vu là-dedans que l'augmentation des enchères, l'augmentation... Non, mesdames,
il y a une réflexion qui est menée sur la base des événements, sur la base des données. Et c'est par rapport à ça que les décisions sont prises. Elles ne sont pas prises à l'emporte-pièce. Les événements vont toujours surgir. C'est pour ça qu'on doit toujours s'adapter. Et là, le gouvernement s'adapte en disant le gouvernement nous n'aurons pas les moyens. Parce que même le Covid... Permettez, Madame Queen Maria, vous avez beau être reine, je suis princesse, alors vous me laissez mon tour de parole. Et pour dire que quand le gouvernement s'ajuste, c'est pour qu'il ne se retrouve pas dans un... comment on appelle les sorties qui n'ont pas d'issue? Une impasse. Une impasse. Merci beaucoup, Laure. C'est pour qu'on ne se retrouve pas dans une impasse. Donc, c'est pensé, c'est la raison pour laquelle cette décision qui est difficile, tout de même, on peut dire qu'elle est difficile, mais elle est réaliste et elle s'impose. Et à côté de cette décision, d'autres décisions vont être prises pour trouver les solutions qui conviennent. C'est pas parce qu'on a vu tout de suite le MINSUP prendre cette décision qu'autour du programme scolaire ou des années à venir, qu'on ne va pas organiser l'enseignement. Vous savez, moi, j'aime pas le pessimisme. Parce que, Queen, vous avez fait vos études où? À Bonendale ou à Douala? À l'université de Douala. À l'université de Douala, ok. Bon. Et le lycée polyvalent aussi. Et le lycée polyvalent. Et ça a fabriqué une femme brillante comme vous. Vous avez payé vos professeurs pour être ce que vous êtes? C'est parce que Aïdjo avait su encadrer les enseignants que nous avons bénéficié de cette éducation. Vous avez terminé vos études supérieures quand? J'ai terminé mes études supérieures en l'an 2000. Alors, oui. Aïdjo était où? Mais avant, Aïdjo avait déjà pris des dispositions. Il avait déjà pris des dispositions. Il avait déjà pris des dispositions. Parce qu'en plus, je me rends compte que Queen, sa société civile, là, je me méfie. Elle doit avoir un plan B qu'elle n'a pas dévoilé. Parce qu'avoir la hargne avec laquelle elle attaque le gouvernement, et même sur des domaines où le gouvernement n'est pas si attaquable que ça. Oui, la loi d'orientation de l'éducation, elle doit être relue pour être adaptée parce qu'elle date quand même de, je crois, 84. Ne soyons pas surpris qu'à la sortie de ce concours, il n'y aura que les AB solo, les Mbaga. Non, ça s'en dit pour ça. C'est pas... Oui, je sais que ce n'est pas le débat, mais c'est ce qui va sortir après. Pas de stigmatisation des communautés. On va prendre la direction de Paris. J'espère que cette fois-ci, voilà, elle est là sur Marcel. Je vous donne cette sortie de Célestin Diamène. Célestin Diamène dit ceci. Le problème est que ça se passe à des milliers de kilomètres de chez nous. On aurait souhaité que ce genre d'action soit mené au Cameroun, que ce soit les femmes nues au Cameroun qui défilent. Votre réaction? Je vous remercie pour la question. Ce qui est déjà horrible, parce que j'ai entendu Madame Bell tout à l'heure intervenir, et ce qui est horrible, c'est de ne pas s'indigner pour des enfants qui meurent, qu'on tire sur eux, le bébé qu'on a tiré sur lui avec sa maman, dans le nord, des femmes qu'on tue avec des enfants au dos. Ce qui est horrible, c'est de ne pas s'indigner pour ces cas-là et de s'indigner pour des femmes qui manifestent avec des soutiens sur le corps. Pour moi, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que une maman qui montre sa colère aux yeux du monde, parce que chez nous, en Afrique, on sait que quand une maman est en colère, elle lève son cabas. Quand elle lève son cabas, c'est pour montrer son indignation, pour montrer sa colère. Et quand elle montre sa colère, c'est parce qu'elle n'a pas d'autres armes, qu'elle n'a pas d'autre façon de s'exprimer. Le 26 janvier, les Camerounais sont sortis manifester bras ballants, c'est-à-dire les mains nues, sans armes. Le gouvernement a préféré tirer sur ses propres enfants. Pourquoi? Pour les museler. Et après, moi j'avais entendu dire que c'était un maquillage, qu'il n'y avait pas de problème, on avait tiré sur personne. Mais c'est horrible. Je ne comprends pas ce pays. Vous-même, vous êtes au courant
qu'il y a plus de 15 000 morts dans le Nozo, plus d'1 million de déplacés au Nigeria, le gouvernement ne s'indigne pas. Les Camerounais ne s'indignent pas. Vous croyez que si c'est votre famille, votre enfant, votre frère, votre mère, oui, mais Madame Marcel, qui tue? Madame Marcel, qui tue dans le Nozo? Qui tue dans le Nozo? Merci. Qui tue dans le Nozo? Je ne sais pas quelle est l'histoire que vous avez racontée, mais elle n'est pas très juste, hein, cette histoire. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette édition. Merci, mesdames. Voilà, ça court vite le temps, hein, malheureusement. Je vous vois, je sais que vous avez encore des choses à dire. Si je pouvais rajouter un petit truc, ça m'arrangerait. Ouais, rapidement, quelques secondes. Voilà, je voudrais marquer mon indignation justement sur cette réduction des élèves pour les échéances à venir. Les parents de ceux-là qui ne pourront pas avoir l'argent pour envoyer leurs enfants dans une école privée. Alors attendez, si on réduit la décision va être prise. Mais vous avez dit tout à l'heure que en fonction des données démographiques, il y a plus de naissances aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Les solutions seront trouvées. Au Cameroun, on n'anticipe pas. Au Cameroun, on sait bien comment le RDPC fonctionne. Voilà, il fonctionne à reculons, il ne fonctionne pas. Merci. On va prolonger le débat. J'ai vu ça susciter beaucoup de... On va prolonger le débat. Madame, monsieur, merci, mesdames, d'être venus. Merci à Marcel, merci à vous, ici en plateau. Merci à toute l'équipe conduite par Séverin Chouba. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Madame, monsieur, bonsoir. La diaspora.